Solitude Europe. La solitude n'a pas en Europe que les amis qu'elle veut bien se faire. À Francfort, dans la Bergerstrasse, du lard grésille dans une arrière-cuisine, un homme lit le journal dans une langue qu'il ne comprend pas. À Newcastle, tôt le matin, non loin de la tour des poètes, une femme attendant le bus adresse une prière au Très-Haut ou au Très Divin, ainsi qu'elle l'appelle à part soi. À Turin, un homme sort du restaurant, des dizaines de roses sous le bras, et croise dans la rue les fantômes de Nietzsche et de Pavese qui marchent ensemble sous les arcades. Dans la plaine d'Arras, un homme gare sa voiture sur le parking du champ de bataille. Il neige. Quand il ferme les yeux, il voit des chevaux et des soldats marcher au pas. Plus au nord, sur l'autoroute qui mène à Amsterdam, un homme descend de l'arrière d'un camion, comprend qu'il n'est pas dans la bonne direction et lève au ciel un pouce rongé par l'acide. De bas en haut souffle un vent mauvais. D'est en ouest, le même vent. Chacun rabat sa capuche. Chacun se hâte au cœur de la forteresse. La solitude n'a pas en Europe que les amis qu'elle veut bien se faire. D'autres mains touchent le bas de son manteau et demandent l'aumône d'une aumône. Leasing. Je ne peux décemment, en tout point du jour et de la nuit, rouler à bord de cette voiture de société et faire comme si je ne voyais pas ce qui se passe derrière les clôtures dans la pénombre des champs. Je ne peux ignorer, alors que je fonce à toute vitesse, ce qui se trame dans la cour des raffineries sucrières et que je devine vaguement dans la lumière des projecteurs. Et je ne peux pas ne pas voir, au volant de cette voiture qui m'emmène, que des camions manœuvrent tout feux éteints dans le parking des stations-service sans que personne n'y trouve à redire. Et assurément encore, emporté d'un bout à l'autre de l'autoroute, il me vient à l'esprit que mes phares n'ont jamais éclairé autre chose que des surfaces de métal et des revêtements d'asphalte. Jamais l'ombre d'un lièvre ou d'un autre animal. Le chalet. Il y aurait beaucoup à dire sur ce qui se passe en bas. Pas seulement les chiens, mais aussi les feux qu'on allume après la Saint-Jean, de grands brasiers que l'on voit depuis les crêtes, et aussi ces acclamations qui ne sont ni des aboiements, ni des crépitements, mais plutôt des brassées de cris qui remontent jusqu'au sommet où nous reposons, mes frères et moi. Il est temps de redescendre, leur dis-je. Mais aucun d'eux ne répond. Ils sont déjà en route. Ils cheminent sur la corniche étroite et leurs lunettes reflètent comme des étoiles les feux en contrebas. Ils avancent vers le chalet qu'on voit dressé là-haut. Les gens d'ici l'appellent le chalet de la plus haute solitude. Hôtel. Notre hôtel est quelque peu particulier et ça ne tient pas seulement à sa façade biscornue. Par les nuits de grand vent, il ébranle sa formidable masse et remonte vers le nord. Pour celui qui dort, le déplacement est presque imperceptible. Des chiens accompagnent le voyage et veillent à ce que personne ne dérange les dormeurs. Si malgré tout un visiteur se réveillait en pleine nuit, il connaîtrait sans doute un sentiment de solitude. Les cadres de la chambre tremblent légèrement. Il aperçoit des ombres fantastiques projetées au mur. À cet instant, il aurait tout intérêt à se rendormir, à boire le verre d'eau que nous avons placé à son intention sur la table de chevet. Mais il se peut aussi qu'un voyageur plus inquiet que les autres, ou dont le sommeil est plus léger, décide de se relever, oubliant nos avertissements. À celui-là, à celui qui s'approche de la fenêtre au rideau tiré,
qui sent confusément le plancher rouler sous ses pas, nous dirons une dernière fois, ne penchez pas la tête au dehors, ne regardez même pas, car il n'y a rien que vous puissiez voir, l'hôtel est borgne, la traversée aveugle, et votre peur à la fin sera celle qui saisit tout voyageur à l'entrée d'un long tunnel. Entre nous les proies les plus dangereuses. Peintre norvégien. Johan Christian Dahl était renommé pour ses peintures d'océans déchaînés et de navires en péril, alors que lui-même, pour ce qu'on en sait, était mort paisiblement à la lueur d'une lampe tempête qui manquait de pétrole. L'une de ses toiles de grand format était accrochée dans le hall de l'hôtel, de sorte qu'à peine franchi la porte d'entrée, on avait l'impression de prendre pied en plein naufrage, de découvrir trop tard le bateau dématé et le vent soufflant sur le pont gagné par les vagues. Il aurait été inutile de faire demi-tour, de vouloir reprendre ses valises, car le tableau disait en un éclair que la tempête était partout, à commencer par la cour arrière de l'hôtel, où des hommes en livrée balançaient depuis les étages des lits et des meubles, comme ailleurs on jetait la couronne des jeunes mariés à la mer. Trampoline. Regardez-moi rebondir. Mes cheveux blonds s'élèvent à l'est, puis retombent à l'ouest. Regardez-moi rebondir et voyez comment je prends la pose au sommet de la flèche ascendante. Regardez-moi rebondir si haut que je peux voir par-dessus les mers et les années. Regardez-moi rebondir. Mon cœur se déplie à la façon du mouchoir de Jean-Baptiste qui servit à éponger les têtes froides. Regardez-moi rebondir en ces instants précieux. Ma silhouette s'étire tel un film plastique. Je suis la fille en couleur qui passe de l'ombre à la lumière et inversement. Planétarium. Une version inaboutie d'elle-même avait sombré dans le recoin marécageux d'une forêt de bouleaux en lisière du nouvel aéroport. Quand on retrouva son corps avec le dégel, elle eut un frisson et se remit en marche. L'homme à qui elle donnait le bras lui parlait d'une pluie de météores qui traverserait bientôt une bonne partie de l'hémisphère nord. Sur la grande rue, des affiches annonçaient les spectacles à venir. « Je pourrais mourir une nouvelle fois, pensa-t-elle, mais il y avait la salle de l'observatoire, le planétarium, sous la voûte duquel elle resterait un temps indéfini à observer les constellations, comme si c'était elle là-haut, la grande carte du ciel étoilé. » Alpaga. Des alpagas partant de brouillard, serrés les uns contre les autres dans le coin d'une prairie humide. Elle avance la main pour toucher le flanc d'un des animaux. Elle voudrait savoir ce que ça fait de poser la paume sur ce grand corps laineux. Mais les alpagas détalent à l'autre bout de la prairie, disparaissant dans le brouillard, si bien qu'elle et les autres pensionnaires qu'on a emmenés sur ce terrain boueux se retrouvent désorientés devant un coin de clôture, cherchant vainement à se rappeler comment on désignait ces animaux dont le nom avait détalé aussi vite que le troupeau. Un enfant à l'entrée leur avait dit que c'était comme des lamas, plus petits et avec 3 A. Télégramme. Le dernier télégramme avait été envoyé par une vieille femme habitant Adélaïde. La fenêtre de son salon donnait sur une bande côtière où des navires en détresse essayaient d'accoster.
Le même jour, dans les rues de la ville, marchait un homme accablé par la chaleur. Ses aisselles sentaient la sueur. 3 mots lui vinrent à l'esprit. Soleil, poussière, catastrophe. Aucun de ces mots ne se retrouva dans le télégramme que la femme envoya depuis le bureau de poste avant de rentrer chez elle et de s'assoupir face à la fenêtre ouverte sur la mer. L'après-midi, l'homme mourut d'une balle perdue devant la boutique d'un tatoueur. Aucun dessin n'était gravé sur sa poitrine, ses avant-bras. Il partait vierge pour l'éternité. Un poème plus long maintenant, qui s'appelle « Soulèvement ». Maintenant, c'était l'hiver. La nuit aussi sombre que le jour. Personne pour oser prétendre que je renoncerais à une dernière partie. La pêche pouvait se dérouler en saison hivernale, pour peu qu'on accepte de s'écarter du fleuve et des habitudes paysagères. Le tout était d'apprendre à marcher sur une fine couche de glace pendant de longs kilomètres, à tel point que la solitude devenait blanche et instable, c'est-à-dire que l'on croyait voir quelqu'un au loin, alors qu'il n'y avait personne. Mais cela suffisait pour cheminer le cœur un peu plus tranquille. Au-dessus, le ciel semblait couver une maladie laiteuse. Évidemment, s'exposer de la sorte au froid et aux engelures n'allait pas sans risque. Mais suivre la rivière avait l'avantage de vous procurer un grand sentiment de calme. Certains diront d'engourdissement. Dans un précédent carnet, j'avais noté qu'incalculable était la sévérité de l'hiver, l'usure du froid sur le cuir. On n'allait pas faire comme si on était pris au dépourvu. De toute façon, il n'y avait plus aucune distraction en ville. Ils avaient fermé le cinéma et s'étaient arrangés pour que rien ne subsiste de réellement vivant. D'où cette incursion en territoire gelé et une focalisation sans doute excessive sur le lent déroulé de la rivière, laquelle ne s'était jamais embarrassée de motifs biographiques. Tout au plus, quelques pins noirs dont l'alignement pouvait évoquer une suite de points d'exclamation. Pour le reste, sensation d'un nouveau départ. Le vent vous souffle au visage avec une allégresse métaphorique. Si vous persistez suffisamment longtemps, il se peut que vous commenciez vous-même à ressentir une liberté privée d'espoir. Les choses sérieuses démarrent. Au milieu de nulle part, pour ainsi dire, ou plutôt en ce lieu où le cours d'eau se rétrécit. Dans la neige, un faisceau de traces se dirige vers un même point, des empreintes étonnamment diverses, mais cohérentes dans leur façon de franchir la rivière à cet endroit. Cela donne l'impression d'un plan mûrement réfléchi. Les empreintes des animaux les plus lourds s'enfoncent davantage dans le sol. Et si on considère ces traces en un sens plus abstrait, on pourrait voir en elles le point de convergence des possibilités nombreuses, comme si celles-ci, ces possibilités, s'étaient rassemblées en un troupeau fantastique pour traverser le gué avant de se disperser dans la plaine et au-delà. Sans que tu saches, pardonne le tutoiement, laquelle de ces pistes mérite vraiment d'être suivie, laquelle t'aurait conduite en des extrémités dangereuses. La pente est si glissante quand on descend vers le lit de la rivière. Papa et maman dorment tranquillement dans la chambre obscure. Leur respiration est régulière. Pas sûr qu'ils aimeraient être réveillés par une voix au téléphone leur disant que la voiture a méchamment dérapé. Pas sûr qu'ils soient reconnaissants si on leur demandait de venir t'identifier. La ville est en colère ces jours-ci. Ils te prennent en photographie avant de te relâcher à hauteur du château d'eau. Tu repenses aux possibilités nombreuses comme à autant de traces que tu n'as pas suivies. En cette latitude, la rivière n'est pas l'endroit le plus clément pour s'inventer une nouvelle dimension. Tu hésites au milieu du gué, pieds de plus en plus froids, pas de paille dans les bottes, gorge enrouée.
personne pour te faire signe depuis l'autre rive, quelqu'un qui viendrait à ta rencontre en ayant accompli exactement le même chemin. Solitude implacable au cœur de l'hiver. Des lettres partent sans réponse. Des signaux de fumée sont envoyés au loin. Tu ressens l'impossibilité de finir et l'impossibilité de recommencer ce poème, lequel se trouve gelé au bord de la rivière, tout juste capable de s'épeler lui-même, de trouver raison à son assignation. Et le poème, se trouvant ainsi bloqué dans la besace du dormeur, se met dans l'attente d'une lance qui viendrait le percer de l'extérieur, d'un feu qui viendrait le réchauffer de l'intérieur, ou de tout autre expédient qui pourrait remettre en mouvement le voyageur fatigué au bout du rêve. J'espère donc recevoir de tes nouvelles, puisqu'il paraît que le gel conserve vivants nos souvenirs, en attendant mieux, c'est-à-dire le soulèvement d'une étreinte. Je vous remercie.